Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Bonjour à nos amis au Canada, en Haïti, en France, partout dans les pays francophones. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission très spéciale sur le sujet de l'eau. Et c'est une campagne en fait que notre mouvement, le mouvement international de Lyndon LaRouche, est en train de mener. Plus particulièrement aux États-Unis, on a parlé récemment de la crise en Californie, la crise de l'eau et le fait que aux États-Unis, en fait, dans la région de la Californie, on est vraiment à une situation très précaire. Et si rien n'est fait par rapport au problème du manque d'eau dans cette région-là, on risque de perdre la Californie, qui est à elle-même une des plus grandes économies du monde, surtout dans le domaine agricole. Donc, M. Lyndon LaRouche a lancé une campagne par rapport à cette crise de l'eau. Évidemment, comme c'est la nature du mouvement de Lyndon LaRouche, il ne s'agit pas ici de simplement regarder la Californie, mais plutôt de prendre cet État-là comme un exemple afin d'articuler et de composer une politique internationale, voire même une politique galactique de la compréhension du cycle de l'eau sur la Terre. Donc, un de nos collaborateurs, dénommé Ben Deniston, qui travaille aux États-Unis avec le mouvement politique de LaRouche, la section scientifique, vient de publier un récent document sur, en fait, la situation en Californie, mais plus loin que ça. Donc, c'est en fait un document qui est annoncé comme étant un dossier nécessaire pour le prochain président des États-Unis. Et le document s'intitule De nouvelles perspectives concernant la crise de l'eau dans la région ouest des États-Unis. Donc, ce nouveau document-là, je vais justement faire une présentation sur ce document-là et aussi utiliser un des discours faits par Ben Deniston au 1er avril 2015, où justement il a élaboré un peu plus sur son document. Donc j'ai utilisé ces deux documents-là pour vous donner un sens en fait de la véritable approche nécessaire aujourd'hui. Pas simplement concernant l'eau, mais concernant en fait l'activité humaine sur la planète Terre et dans le système solaire. Donc en fait, c'est justement, il faut commencer à regarder la question du cycle de l'eau par rapport aux activités dans la biosphère, l'activité sur le Soleil et l'activité dans la galaxie même. Et M. Larouche parle évidemment que la Chine, comme on sait très bien, les gens de notre émission savent très bien, les nations du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sont en train de mener la campagne pour le développement, et plus particulièrement la Chine, qui s'est montrée évidemment très sérieuse par rapport, premièrement, par rapport au développement de l'Eurasie en soi, par rapport aux technologies du développement hydraulique. Donc, on va parler là, tantôt de différents projets qui se passent en Chine, qui sont des projets énormes de déplacement d'eau, surtout de faire passer l'eau pour amener l'eau aux régions populeuses de la Chine, dans des régions justement où il manque d'eau. Donc, on parle de ces technologies-là et aussi l'approche de la Chine visant à conquérir le système solaire et les différents processus qui s'y trouvent, ce qui va demander le développement de la fusion nucléaire, donc l'approche chinoise du redéveloppement, en fait, disons, on va parler de la renaissance de la mission chinoise pour conquérir la Lune, c'est-à-dire de vraiment aller sur la Lune, utiliser, euh, aller là-bas pour aller chercher l'hélium 3, qui est le matériel nécessaire pour la fusion nucléaire. Donc, et en fait, quand on regarde les projets déjà entamés au niveau de l'eau, déjà on voit que la Chine a dépassé le travail des États-Unis, a dépassé le travail des États-Unis en quelques, en fait, on parle en 2 ou 3 décennies.
Et en fait, les projets chinois faits durant cette période-là dépassent tous les projets faits par les États-Unis depuis le début du siècle. Les États-Unis ont carrément arrêté les grands projets hydrauliques dès les années 60-70. Donc, quand on ajoute à ça la mobilisation des BRICS, et par exemple la mobilisation incroyable derrière la Banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures, donc la BAII, une banque dominée surtout par la Chine, mais auquel s'est joint 54 autres pays, beaucoup de pays aussi en Europe, des gens qui veulent se joindre à la politique de développement. Et, toujours selon M. Larouche, si les États-Unis se joignent à ce processus-là, donc là, on va voir vraiment à travers la planète de grands projets d'infrastructure de l'eau qui vont être démarrés, pas juste en Chine, mais partout, pour justement s'attaquer à la désertification mondiale, qui est un phénomène en fait très menaçant et qui s'attaque surtout aux terres, en fait, aux terres de bonne qualité qui sont en train de disparaître dû à cette désertification-là. Donc, M. Larouche dit il faut que la Chine travaille en commun avec les États-Unis et vice-versa. Et en fait, quand on regarde le document fait par Ben Deniston, on se rend compte que, comme le dit Larouche, que le potentiel hydraulique pour les États-Unis a été complètement revu et corrigé par le document de Ben Deniston. Donc, on parle pas simplement en fait des eaux souterraines en Californie ou de la précipitation actuelle. On parle de projets, en fait, on parle de trois types de projets. On parle de projets à l'échelle continentale, donc comme on a parlé à notre émission déjà, le projet Nawapa, par exemple pour l'Amérique du Nord, qui vise à prendre l'eau qui se trouve dans la région de l'Alaska, du Yukon et de la Colombie-Britannique, aux États-Unis et au Canada, et d'amener une énorme partie de cette eau, on parle de 200 km3 d'eau par année, ce qui est énorme, pour amener ça jusque dans le nord du Mexique. Donc on utilise la gravité qui est déjà là et on utilise un système de pompage pour faire un très gros projet continental. Cependant, ce projet-là est loin d'être suffisant et aujourd'hui, on est dans une autre approche. On est dans une approche beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on veut aller chercher l'eau dans les océans. Donc, on parle de dessalination d'eau, dont on va parler. Et on va parler plus précisément du processus de ionisation atmosphérique qui est en train d'être développé, surtout depuis les années 90, mais encore, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, M. Larouche dit la politique américaine de l'eau actuellement est une fraude, qui est une politique en fait de simplement de conserver l'eau et au lieu de créer de nouvelles quantités d'eau potable. Donc, le système Kepler, en fait, le système Kepler, c'est l'idée que l'être humain doit se voir dans le système solaire plutôt que simplement sur la Terre. Et que le cycle de l'eau est affecté par des processus galactiques ou cosmiques, on pourrait dire. Donc, cette approche-là, cette conception-là des choses est ce qui doit recruter le prochain président des États-Unis. On a parlé récemment du candidat Martin O'Malley dans le Parti démocrate, qui pourrait être un bon candidat. Il faut évidemment l'éduquer sur beaucoup de sujets, mais c'est quelqu'un qui comprend déjà l'importance de la loi Glass-Steagall. Donc déjà là, la loi de séparation bancaire qui va mettre Wall Street en faillite. On a déjà un président qui veut faire ça. C'est donc un énorme changement comparativement aux dernières 16 années avec Bush Junior et Obama, qui étaient des crétins universels et qui étaient évidemment des agents pour un pouvoir qui réside à Wall Street ou à la City de Londres et dans la monarchie britannique. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, selon M. Larouche, c'est qu'il dit il nous faut une présidence, non pas un président avec des amateurs, pas des amateurs, mais des admirateurs. Donc, il nous faut une présidence, c'est-à-dire une équipe sérieuse de gens qui veulent faire des choses, et non pas un président qui a des admirateurs ou des fans, comme on l'a vu avec le cas Obama, et qui était vraiment ridicule et qui a ridiculisé le principe de la présidence américaine, qui n'est pas justement une seule personne, mais qui a une équipe de gens qui ont une politique. Donc, le document de Ben Deniston, en fait, vise
à créer cette nouvelle présidence aux États-Unis et évidemment va demander un effort international dans la science afin de relever ce défi représenté par justement la conquête, qu'on pourrait dire la conquête du cycle de l'eau dont on va parler maintenant. Donc le document de Ben Deniston commence avec une citation importante venant de la NASA, donc un scientifique dénommé J. Famiglietti, qui lui travaille au laboratoire JPL, à la NASA, et il a écrit un article dans le Los Angeles Times, dans lequel il dit, je cite, maintenant, il ne reste à la Californie qu'environ 1 an de réserve d'eau dans ses réservoirs, et les réserves stratégiques d'eau souterraine sont en train de disparaître. La Californie n'a pas de plan d'action pour faire face à cette sécheresse persistante, sauf une politique d'urgence de conservation de l'eau, ainsi que de prier pour la pluie. Donc, le gouvernement californien et leur gouverneur Jim Brown sont vraiment en train de créer une situation catastrophique avec cette fausse conception de conservation de l'eau, qui est en fait une conception ridicule parce que peu importe les quantités d'eau qui sont conservées, il n'y en aura jamais assez pour le développement de l'État au complet et en fait le développement progressif de l'État à travers les générations, à travers l'augmentation de la population, etc. Donc, en fait, en Californie, on parle que beaucoup d'agriculteurs qui sont déjà à sec. On parle de 200 000 hectares qui dépendent de l'irrigation et ces hectares-là n'ont pas encore été semés l'année dernière et il s'agit des terres les plus fertiles de tous les États-Unis. On estime aussi que la surface de terre en jachère pourrait atteindre le double cette année, donc les terres inutilisées. Le pourcentage d'eau mis à la disposition des agriculteurs, et là c'est la vraie farce, donc cette eau disponible pour les agriculteurs, pour les programmes d'irrigation en Californie, on parle d'environ entre 0 et 20% de la quantité d'eau qui est nécessaire. Et ce qui choque là-bas, c'est les autorités qui, au lieu de s'attaquer au problème à un niveau supérieur, se résignent à essayer de s'adapter, donc de conserver l'eau. Et ça ne donne aucun résultat, et à la fin, ils finissent par conseiller aux gens d'aller voir ailleurs, donc déménager, aller où il y a de l'eau, mais s'il n'y en a plus, et on fait avec ce qu'on a. Donc évidemment, une politique de destruction économique totale. Donc dans plusieurs cas, les agriculteurs sont délocalisés. Donc la Californie, qui a quand même 38 millions d'habitants, n'est plus en mesure de soutenir sa propre population. Mais déjà, le mouvement Larouche, déjà dans les années 70, on parlait déjà de cette crise de l'eau. Parce qu'on savait que, en fait, déjà à l'époque, l'être humain devait accroître et améliorer sa compréhension du cycle de l'eau, ce qui demandait en fait de ressusciter certains projets de grande envergure, notamment le projet Nawapa, donc un projet continental plutôt que d'avoir de simples projets régionaux. Et déjà à l'époque, dans les années 50 et 60, il était déjà question à l'époque de désalination nucléaire, donc d'enlever le sel de l'eau de l'océan et d'utiliser ça sur le continent. Donc déjà dans les années 70, on avait un document publié par le Comité de politique démocratique nationale, donc le NDPC, qui est une organisation menée par M. Lyndon LaRouche, qui a écrit un document qui s'intitule en français « Ne permettrez-vous pas à vos petits-enfants de boire de l'eau fraîche ?» Et ça, c'était dans les années 70-80. Donc, aujourd'hui, ces petits-enfants-là, justement, ils n'ont pas d'eau. Et ce que M. Larouche avait dit était vraiment prophétique. Et si les gens avaient écouté ce que M. Larouche disait à l'époque, on ne serait pas dans la situation actuelle. Donc, deux solutions à l'époque, dessalement de l'eau par le nucléaire et le projet continental Nawapa. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a quelque chose de nouveau cependant. En fait, si on regarde de plus précisément la crise aux États-Unis, en fait, on savait déjà à l'époque qu'on s'en allait vers une crise de l'eau majeure. Que les régions qui ont besoin d'eau auraient besoin d'apports extérieurs pour continuer à se développer et à croître.
C'est à ce moment-là que le projet Nawapa a été conçu et que nous, on a repris dans les années 80, qui aurait en fait pu permettre d'éviter, en fait, qui aurait permis d'éviter une crise, même qui aurait pu amener beaucoup plus d'eau pour des projets additionnels et des projets supérieurs dans ces régions-là. Mais aujourd'hui, comme le fait remarquer Larouche, les États-Unis sont confrontés à une crise qui est culturelle. Puis la crise de l'eau est en fait une expression de cette crise culturelle. C'est-à-dire que les solutions existent à des problèmes physiques, mais la culture dominante empêche de créer les conditions permettant de garantir un avenir pour tous. Il n'y a pas de volonté de se battre pour faire en sorte que le nécessaire soit fait. Les gens souffrent en raison de cette culture décadente. Donc, par exemple, prenons l'exemple de la Chine et comparons avec la Californie. Donc, la Chine s'est engagée depuis une quinzaine d'années dans de vastes projets d'eau du sud vers le nord, avec 3 phases principales. Donc, un projet qui vise à amener, on parle de 27-28 km3 d'eau par année, une quantité qui est significativement supérieure au débit du fleuve Colorado, par exemple, un des plus grands fleuves aux États-Unis. Donc, en fait, la Chine, avec ce simple projet-là, vient de dépasser, en fait, les accomplissements américains qui, en fait, se font depuis les années 20 et les années 30. Comme on le disait au début, après les années 60, les États-Unis ont tout fermé, puis le projet, donc la tradition de Roosevelt et Kennedy, a été mis à la poubelle. Donc, nous vivons, en fait, on se retrouve surtout dans la zone transatlantique, que ce soit l'Europe, les États-Unis et le Canada. Nous vivons dans une culture où la population a perdu le sens de ce que c'est pour l'humanité d'être une force créative. Donc, d'améliorer les conditions des pays, des territoires, de la biosphère, des planètes en général, et nous subissons les conséquences d'une telle décadence. Donc, très important, il ne s'agit pas simplement ici d'une politique où l'être humain a simplement gaspillé son eau. On ne parle pas de ça ici parce que l'eau ne se gaspille pas. L'eau fait partie d'un cycle, comme on va le voir, d'un cycle qui est constant. Mais on a oublié les bases de l'économie physique développée par Larouche, c'est-à-dire que la force créative humaine est la seule véritable force de développement à travers les âges. C'est la créativité humaine qui est le centre de l'économie. Et si on ne l'utilise pas, si on pense créer un système stable, fixe, dans le temps, on va créer en fait une destruction de l'économie et aussi une destruction de la vie sur Terre en général. Donc, ce dont les États-Unis ont besoin pour s'occuper de leur crise aux États-Unis, c'est pas simplement un programme de développement de l'eau, mais c'est une transformation dans la manière de penser. Donc, une perspective, en fait, qui est galactique. Et la Chine, en fait, commence vraiment à comprendre cette nécessité-là. Et la Chine aussi, en fait, est un bon exemple maintenant par rapport au grand projet de développement qu'elle a déjà entamé. On tient à préciser ici qu'aujourd'hui, la Chine est maintenant devenue, c'est maintenant hissé au 5e rang mondial pour sa superficie forestière. Donc la Chine qui vise en fait de planter 100 milliards d'arbres depuis depuis la fin des années 70, donc depuis 1978 plus précisément, et déjà la moitié de ces arbres-là ont déjà été plantés. Donc la Chine qui est en train de redevenir, comme un de nos collaborateurs disait en France, un poumon. Donc redevient un poumon sur la Terre. Et aussi, évidemment, on parlait tantôt de transfert d'eau. On parle d'une voie fluviale de 1432 km qui, en fait, vise à amener de l'eau, comme on disait tantôt, du sud vers le nord. Donc, d'amener des masses d'eau importantes de la rivière Han, qui est un tributaire là, du fleuve Yangtze, qui est un des énormes fleuves qui utilise énormément sur lequel on a le plus gros
projet hydroélectrique en Chine d'environ 22 gigawatts de production. Donc, des eaux prélevées dans la rivière Han qui vont être transportées en fait jusqu'au nord du fleuve Jaune dans la région de Pékin et de Tianjin où il y a une énorme population. Donc, des projets en fait dont il faut s'inspirer. Et comme le disait Ben Deniston, c'est pas simplement une question de projet, mais c'est plutôt l'esprit qui est différent. C'est-à-dire qu'en Chine, on a un dévouement à la création d'un avenir pour tous. Et c'est ce que démontre en fait le programme spatial chinois, le développement industriel de la Lune pour aller chercher l'hélium-3 pour produire la fusion. Donc on se donne avec cette approche-là une capacité à aller beaucoup plus loin dans le système solaire, donc avoir une propulsion par la fusion nucléaire qui va faire en sorte que les planètes, comme la planète Mars, au lieu de prendre 6 mois pour s'y rendre, on pourra le faire en quelques jours. Ce qui va évidemment augmenter de manière faramineuse notre activité dans le système solaire et notre compréhension du système solaire et de l'univers en soi. Donc, Dennis Speed rappelle, Ben Deniston, excusez-moi. Ben Deniston rappelle dans son document que, et je cite, la mission et l'obligation de l'espèce humaine est l'amélioration des conditions pour la vie sur Terre, le développement et l'amélioration de la planète par la compréhension, la gérance et l'amélioration des systèmes et des procédés en jeu. C'est cela que l'espèce humaine fait de manière naturelle et elle doit continuer de le faire. Et le système hydraulique global est un enjeu critique. Ultimement, le cycle hydrologique est un cycle global. Donc de quoi on parle quand on parle de cycle hydraulique? On regarde en fait les deux phénomènes les plus importants dans ce système de l'eau qui sont évidemment l'évaporation de l'eau créée par le soleil et par la suite la précipitation de cette eau. Donc l'espèce humaine, à travers son développement économique, a commencé par en fait se déplacer là où se trouve déjà de l'eau, donc se déplacer près des rivières, près des lacs, etc. Par la suite, on a réussi à déplacer l'eau, donc on ne se déplace plus, mais on déplace l'eau. Donc, on a créé une politique d'irrigation qui remonte à très longtemps en Égypte, à l'époque de l'Empire romain, en Syrie, etc. Donc, une technologie qui a plusieurs milliers d'années. Aussi, on parle évidemment de la conservation d'eau, qui est encore une approche très primaire par rapport au cycle de l'eau. Après l'irrigation, on a parlé des projets de barrages, donc des barrages qui vont dévier d'énormes quantités d'eau pour créer des projets vraiment à des échelles nationales ou des échelles provinciales ou d'État, tout dépendamment. Par la suite, l'approche continentale, le projet de Nawapa qui est un très bon exemple, où là vraiment, on est en train d'analyser et en fait d'agir par rapport au cycle de l'eau continentale. Donc on regarde où se trouvent les précipitations principales et on déplace cette eau-là vers les terres les plus riches. Mais on parle d'une politique qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Donc une approche encore plus grande. Mais, tenez-vous bien, cette dernière approche-là n'est plus suffisante. Donc, il nous faut une approche galactique, comme celle de la Chine et celle défendue par le mouvement Larouche. Donc, la Terre et tous les systèmes biosphériques, hydrologiques, volcaniques, etc., la Terre et tous ces systèmes-là n'ont jamais été un système isolé. La Terre n'est pas un objet qui flotte dans le vide. Ça, c'est une idée vraiment ridicule. Donc, évidemment, quand on regarde la Terre, on regarde aussi le Soleil. Le Soleil, en fait, qui est la raison pour laquelle on a la vie sur Terre. Mais comme on va le voir, il y a aussi d'autres phénomènes. Le Soleil, qui, selon nos estimations, dépense 25% de son énergie dans la création du cycle de l'eau. Donc, il est plus qu'évident
en voyant toute cette énergie dépensée dans ce cycle hydrologique. Donc, il est plus qu'évident qu'il est nécessaire d'utiliser cette énergie dépensée à bon escient. Donc, en fait, le véritable producteur d'eau potable, c'est le soleil. Et quand on regarde le soleil, ici on se redéplace encore plus loin, où là on parle de cycle galactique. Et il y a un fameux cycle dont le concept a été développé de plus en plus par le docteur, le scientifique israélo-américain, le docteur Nir Shaviv, qui lui parle de ce cycle, en fait un cycle de 32 millions d'années, dans lequel, en fait, ce qui se passe, c'est que le soleil, le système solaire dans lequel nous vivons, non seulement tourne dans une galaxie et passe à travers les bras spiralés de la galaxie, mais le cycle de 32 millions d'années est en fait lorsque le système solaire passe de haut en bas de la galaxie. Donc, pas simplement tourner autour, mais si vous imaginez, par exemple, une surface plane, un cercle plat, imaginez le système solaire qui passe en haut et en bas de ce cercle. Donc, traversant différentes régions plus ou moins actives en termes de phénomènes cosmiques et en termes de radiation cosmique. Donc, si on regarde les travaux, je vais faire une parenthèse ici, les travaux de M. Shaviv, en fait, qui a montré, il y a de ça environ 10 ans, que le déplacement du système solaire à travers la galaxie pouvait être à l'origine, par exemple, des grandes glaciations et autres épisodes de ce genre. Donc, il ne s'agit pas d'un simple processus terrestre, ni même d'un processus terrestre solaire, mais de ce que nous pouvons appeler un processus terrestre solaire galactique. Donc, il ne s'agit pas simplement de la position de la Terre par rapport au Soleil. C'est pas simplement ça qui va décider des grandes glaciations ou des grands phénomènes biosphériques, mais bien d'un déplacement du système solaire dans la galaxie. Et de plus, on sait également, depuis un certain temps, que les rayons cosmiques galactiques, qui sont d'une énergie bien supérieure à ceux qui viennent du Soleil, bombardent régulièrement l'atmosphère terrestre et qu'ils ont un impact direct sur les phénomènes électriques et toute l'ionisation qui y prend place. Donc la question d'ionisation est en fait étudiée quand on regarde par exemple la formation des nuages, la condensation de l'air, la condensation de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau-là, dans l'atmosphère, qu'est-ce qui va la transformer en eau et qu'est-ce qui va l'amener à devenir une précipitation? Donc il y a plusieurs raisons de penser que ces facteurs liés à l'ionisation de l'atmosphère jouent un rôle important. Donc le docteur Shaviv et ses associés ont montré, il y a de ça quelques mois, que le système solaire ne fait pas que tourner autour de la galaxie, passer à travers les bras spiraux, mais comme on le disait, traverse le disque galactique du haut en bas et vice-versa. Donc c'est ce phénomène-là qui est lié sur Terre aux périodes d'extinction de masse, de changement et d'émergence de nouvelles formes de vie, d'immenses bouleversements au niveau de la biodiversité et de l'évolution. Donc quand on parle d'extinction des dinosaures, nous on en a parlé, on va parler d'un météorite, qu'il y a eu des volcans, etc. Mais le point est que, au lieu de simplement regarder ce qui se passe sur la Terre à ce moment-là, le but c'est de voir où se trouve la Terre, où se trouve le système solaire, et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de ça. Comme on le disait au début, la Terre n'est pas un corps isolé dans le vide. Donc c'est une erreur de simplement mettre le nez dans la Terre. Il faut au contraire lever les yeux au ciel. Donc, si on poursuit avec l'analyse, toujours du Dr Shaviv, de plusieurs données sur les variations climatiques au cours des 500 derniers millions d'années, on peut montrer justement le lien entre d'importantes périodes de réchauffement et de refroidissement correspondant à un cycle de 32 millions d'années environ.
Donc, évidemment, les manuels scientifiques habituels ou les principaux manuels scientifiques ne disent rien à ce sujet-là. En général, on ne traite aucunement de ces interactions-là d'un processus galactique solaire. Mais quand même, l'espèce humaine est la seule espèce qui soit en mesure de réfléchir à ce type de problème. Ce type de perspective ouvre de nouveaux horizons et nous permet de prendre conscience du fait que le cycle de l'eau sur Terre est tributaire de l'activité cosmique, galactique même, et de ses effets. Cela nous permet également d'envisager les solutions de manière différente. Et c'est là, je pense, le point de cette différente conception de l'être humain et cette différente conception de la créativité humaine qui va nous permettre de résoudre de très grands problèmes. Et le problème de l'eau, en fait, le défi de contrôler le cycle de l'eau est un défi immense, mais qui ne peut pas se faire si on pense que l'eau est simplement une espèce de phénomène terrestre et que, comme plusieurs gens le pensent, que le climat est simplement affecté par l'espèce humaine, ce qui est vraiment ridicule. Et toute personne qui défend la question de réchauffement climatique vraiment ne comprend pas ne comprend pas plusieurs choses, mais ne comprend pas que le cycle de l'eau est un cycle qui réutilise l'eau constamment, donc il n'y a pas de perte d'eau, première des choses, et que la Terre, comme on le disait, n'est pas isolée, n'est pas dans le vide. Donc il y a plusieurs phénomènes. Et si vous pensez que le climat n'a rien à voir avec le soleil, mais je pense que vous avez vraiment des problèmes au niveau de votre compréhension de la nature des choses. Donc, en fait, la question qui se pose quand on traverse tout ça, on se dit, pourquoi en Californie, alors qu'on ne reste plus qu'un an d'eau, un an de réserve d'eau, pourquoi est-ce qu'il faudrait se concentrer sur ces problèmes galactiques, cosmo-scientifiques est-ce qu'on parle de la guerre des étoiles là ou on parle de science? C'est un peu ça la question. Donc, en fait, ce dont il faut parler, c'est qu'est-ce qui crée le climat. Et qu'il existe des théories, justement, qui démontrent le rôle des rayons cosmiques dans la création des nuages, par exemple, dans la production d'ionisation et de différentes autres propriétés électriques dans les basses couches de l'atmosphère et qui sont évidemment liées directement au climat. Quand on regarde le cycle de l'eau, par exemple, on peut voir que, en fait, on parle de 413 000 km3 d'eau qui s'évapore chaque année, qui s'évapore des océans. Et de ça, environ 113 000, donc environ un quart, à peu près 25% de cette eau-là, donc 113 000 km3 d'eau, va tomber sur le continent. Et en fait, 90% de l'eau va en fait retourner dans les océans sans toucher au sol. Donc sans jamais être utilisé. Donc il faut vraiment prendre ça, essayer de comprendre ça, c'est-à-dire le soleil produit une activité faramineuse au niveau de l'eau. Il produit un cycle qui produit beaucoup plus d'eau, en fait, en termes d'évaporation. Donc, ce qu'on pourrait appeler, en fait, des rivières atmosphériques. Donc, le soleil produit tout ça. Et l'espèce humaine, maintenant, est en train de se chamailler ou d'essayer de faire le plus qu'elle peut pour mettre la main sur, en fait, une pacotille d'eau. Vraiment des quantités ridiculement basses. Alors que l'eau bouge constamment. Et la plupart de la vaste majorité de cette eau-là va retomber dans l'océan. Donc, on a un processus qui sert, dans un sens, qui sert à rien, à moins que l'espèce humaine décide de mettre la main là-dedans. Donc, quand on regarde la Californie, par exemple, l'humidité atmosphérique près de, justement, sur la côte ouest des États-Unis, donc amenée là, par l'océan Pacifique, cette humidité-là devient un réservoir d'eau qui est évidemment plus grand que toute personne en Californie aurait pu conceptualiser. C'est une toute nouvelle, c'est de l'eau disponible et une quantité d'eau à des ordres de magnitude supérieurs comparativement même à un projet d'envergure continentale comme le projet NAWAPA.
Donc, de ce point de vue-là, écoutez, c'est important d'avoir une solution, et c'est ce que le document de M. Denniston vise à produire. Donc, la Californie, en fait, il y a deux approches. Il y a deux approches à prendre. La première qui est de gérer l'eau de surface à une échelle continentale. La deuxième, c'est d'aller chercher de l'eau dans les océans et dans l'atmosphère. Donc, si on commence en regardant la gérance de l'eau continentale. Donc, comme on le disait, en fait, je pense que la meilleure approche pour voir l'importance de ce projet-là, c'est de regarder la photosynthèse. Donc, le processus là, de développement biosphérique des plantes, des arbres, des fruits, des légumes, etc. Donc, en fait, la photosynthèse, en fait, si on regarde sa production, on se rend compte évidemment que là où se trouve de bonnes terres, là où se trouve du soleil et de l'eau, la photosynthèse, évidemment, est beaucoup plus vibrante. Par exemple, si vous comparez la Californie, vous amenez une bonne quantité d'eau en Californie, vous allez avoir une photosynthèse incroyable. Mais si vous avez de l'eau en Alaska, vous avez de l'eau dans le nord du Canada ou dans le nord de la Russie, une eau qui est transformée en neige, bien évidemment, cette eau-là, il y a très peu de soleil, premièrement. Les terres ne sont pas bonnes, c'est du pergélisol, des choses comme ça. Donc, l'eau se trouve à la mauvaise place. Donc, la photosynthèse, et si tout environnementaliste sérieux veut augmenter la photosynthèse, c'est pas le cas aujourd'hui des mouvements dominants dans l'environnementalisme, mais c'est de ça dont il devrait parler. Donc, il faut en fait amener de grandes quantités d'eau dans un territoire où le sol est très, très fertile et ainsi augmenter la photosynthèse, encore là, de nouvel ordre de magnitude. Donc, on peut faire plusieurs calculs, mais comme je dis, plus vous avez de l'eau dans un endroit où les terres sont mauvaises, mais votre eau ne sert à rien, sinon à inonder le sol et donc le pergélisol qui crée beaucoup de problèmes comme mettons, quand par exemple on veut amener le développement dans ces régions-là. Donc, d'amener l'eau vers la photosynthèse. Et c'est là l'importance du projet NAWAPA, un projet d'envergure immense, mais qui doit être conçu le plus tôt possible dans ce nouveau contexte galactique. Donc, l'autre point, la deuxième catégorie, la désalination d'eau. Aujourd'hui, on utilise des technologies plus ou moins développées. On parle d'osmose inversée, donc de faire passer l'eau dans certaines membranes qui vont nous permettre de contenir le sel de l'autre côté. C'est très laborieux. La meilleure approche est évidemment en utilisant l'énergie nucléaire, où là on augmente la densité énergétique de beaucoup. Donc on peut vraiment commencer à dessaliner des quantités énormes d'eau. Et évidemment, par la suite, on parle de fusion nucléaire. Donc d'augmenter la densité de flux énergétique. C'est ça qui va permettre de dessaliner de plus en plus d'eau. Quant à l'autre catégorie, donc ce qu'on peut appeler la modification de la température ou la transformation atmosphérique basée sur la ionisation. Donc, comme on le disait au début, 90% de l'eau qui provient des océans et qui s'évapore va retomber dans l'océan. Donc, sans jouer un rôle important dans l'activité de production biosphérique sur le sol. Donc, cette précipitation dans les océans équivaut à 3 fois la quantité totale de précipitations qui se produisent sur le sol, sur les continents même. Donc, quand on parle de ionisation, on peut regarder deux cas, le cas du Mexique et de l'Australie, mais on sait que depuis les années 80-90, on a commencé à étudier cette question d'ionisation de l'atmosphère. Évidemment, l'Union soviétique a travaillé là-dessus, l'Australie, Israël, les Émirats arabes unis, le Mexique et d'autres cas. Donc, on va se concentrer sur le Mexique et l'Australie. En fait, pour démontrer que déjà dans les années 90, au Mexique, on avait l'Université nationale du Mexique avec leur programme de développement de la recherche spatiale et le docteur Gianfranco Bisiacci. Ils ont commencé une collaboration avec un scientifique russe dénommé
le Dr Lev Pokmelnik, qui ont travaillé justement sur la modification, modification atmosphérique. Lui, il travaille là-dessus depuis les années 80. Et par la suite, avec plusieurs recherches financées par le gouvernement et autres, on a eu des résultats qui varient beaucoup, mais des résultats assez phénoménaux. Ici, on regarde justement un des rapports produits par le comité sénatorial en charge de la science et de la technologie, qui a publié à l'époque en 2003 une recherche là-dessus. Il démontrait que dans des régions comme la région au Mexique, la région de Sonora, donc que la moyenne de précipitation annuelle avait passé de 10,6 pouces d'eau. Donc on parle d'environ une trentaine de centimètres d'eau par année. Et cette quantité-là avait carrément quintuplé. Donc on a passé de 30 centimètres à, on parle en fait de 1,5 mètre de précipitation par année. Donc un énorme changement. Et ça a été fait malgré le manque de fonds pour le projet. Et en fait, le projet a dû arrêter pendant 3 ans. Et par la suite, quand le projet a été réouvert, là, on a parlé d'une quantité similaire, donc 47 pouces, donc un peu moins que la dernière fois. Mais tout ça pour dire que, et dans d'autres régions aussi, le potentiel peut plus que doubler, plus que tripler. Donc, ce qui est immense. Et évidemment, cette augmentation-là d'eau se traduit par l'augmentation de production. Et dans le cas du Mexique, puis on a eu, par exemple, on parle de 2004, on avait parlé d'une augmentation de la production de fèves, une augmentation de 61% dans des régions justement affectées par la ionisation atmosphérique. Et aussi le scientifique dont on parlait tantôt, le scientifique Gianfranco Bisiacci, parlait aussi que chaque station de ionisation atmosphérique, où on parle de ces espèces de tours qui vont produire des pulsations électriques pour créer la ionisation, en fait, peuvent créer un changement dans le climat dans un rayon de plus de 200 km. Et pour le cas de l'Australie, c'est un peu similaire. Donc, on parle de 2007-2008 avec une organisation qui s'appelle les technologies de la pluie australienne, Australian Rain Technologies. Donc, en 2002-2008, ce groupe-là, donc le Australian Rain Technologies, a créé 3 programmes d'essai. Et dans les 3 régions, donc on a la région de Bundaberg, Adélaïde, deux essais scientifiques dans la région de Adélaïde, et dans la région de Bundaberg, on parle d'une augmentation de 17,6% des précipitations. En Adélaïde, on parle de 15,8% et une autre aussi de 9,4%. Donc là, on parle évidemment d'un projet très petit. Ce dont M. Larouche parle et le document de Ben Deniston parle, c'est d'une campagne mondiale. Une campagne mondiale pour comprendre le cycle galactique de l'eau. Je pense qu'on peut parler comme ça. Donc, du cycle galactique de l'eau et de permettre à l'espèce humaine d'aller chercher ces rivières atmosphériques. Donc, évidemment, là, on ne parlera pas de simplement une dizaine de stations au Mexique, mais on va parler en fait de dizaines de milliers de stations à travers le monde pour justement étudier ce phénomène et faire en sorte qu'on puisse comprendre les relations entre ces différents cycles atmosphériques, ces différents cycles galactiques qui vont permettre à l'espèce humaine d'accroître son développement et d'accroître sa présence dans l'univers au complet. Et pour conclure, Ben Deniston écrit dans son document et en fait nous rappelle que l'espèce humaine est la seule espèce sur la planète qui peut commencer à comprendre les grands processus comme les relations changeantes dans le système solaire et la galaxie de la Voie lactée et utiliser cette compréhension-là pour améliorer les conditions pour la vie ici sur Terre.
Il est maintenant temps d'agir selon cette approche. Donc, voilà la présentation pour cette semaine. S'il y a des bouts, cette émission-là va jouer sur la radio, Radio Natif Natal 89.7, du lundi au vendredi de 4h à 5h en Haïti. On va poster l'émission sur aussi YouTube, Facebook, etc. Assurez-vous de réécouter cette émission-là. Je vais aussi mettre sur notre page YouTube le lien pour plusieurs documents sur le sujet en français et en anglais que vous pourrez creuser pour approfondir le sujet. Mais pour cette semaine, c'est tout pour moi. Donc, Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada qui vous dit à bientôt. De nouvelles perspectives concernant la crise de l'eau dans la région ouest des États-Unis. Donc, ce nouveau document-là, je vais justement faire une présentation sur ce document-là et aussi utiliser un des discours faits par Ben Deniston au 1er avril 2015, où justement il a élaboré un peu plus sur son document. Donc j'ai utilisé ces deux documents-là pour vous donner un sens en fait de la véritable approche nécessaire aujourd'hui. Pas simplement concernant l'eau, mais concernant en fait l'activité humaine sur la planète Terre et dans le système solaire. Donc en fait, c'est justement, il faut commencer à regarder la question du cycle de l'eau par rapport aux activités dans la biosphère, les activités sur l'activité. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Bonjour à nos amis au Canada, en Haïti, en France, partout dans les pays francophones. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission très spéciale sur le sujet de l'eau. Et c'est une campagne en fait que notre mouvement, le mouvement international de Lyndon LaRouche, est en train de mener. Plus particulièrement aux États-Unis, on a parlé récemment de la crise en Californie, la crise de l'eau. Et le fait que aux États-Unis, en fait, dans la région de la Californie, on est vraiment à une situation très précaire. Et si rien n'est fait par rapport au problème du manque d'eau dans cette région-là, on risque de perdre la Californie, qui est à elle-même une des plus grandes économies du monde, surtout dans le domaine agricole. Donc, M. Lyndon LaRouche a lancé une campagne par rapport à ces différents processus qui s'y trouvent, ce qui va demander le développement de la fusion nucléaire, donc l'approche chinoise du redéveloppement, en fait, on va parler de la renaissance de la mission chinoise pour conquérir la Lune, c'est-à-dire de vraiment aller sur la Lune, utiliser, aller là-bas pour aller chercher l'hélium 3, qui est le matériel nécessaire pour la fusion nucléaire. Donc, et en fait, quand on regarde les projets déjà entamés au niveau de l'eau, déjà on voit que la Chine a dépassé le travail des États-Unis, a dépassé le travail des États-Unis on parle en 2 ou 3 décennies. Et en fait, les projets chinois faits durant cette période-là dépassent tous les projets faits par les États-Unis depuis le début du siècle. Sur le Soleil et l'activité dans la galaxie même. Et M. LaRouche parle évidemment que la Chine, comme on sait très bien, les gens de notre émission savent très bien, les nations du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sont en train de mener la campagne pour le développement, et plus particulièrement la Chine, qui s'est montrée évidemment très sérieuse par rapport, premièrement, par rapport au développement de l'Eurasie en soi, par rapport aux technologies du développement hydraulique. Donc, on va parler là, tantôt de différents projets qui se passent en Chine, qui sont des projets énormes de déplacement d'eau, surtout de faire passer l'eau pour amener l'eau aux régions populeuses de la Chine, dans des régions justement où il manque d'eau. Donc, on parle de ces technologies-là et aussi l'approche
de la Chine visant à conquérir le système solaire et cette crise de l'eau. Évidemment, comme c'est la nature du mouvement de Lyndon LaRouche, il ne s'agit pas ici de simplement regarder la Californie, mais plutôt de prendre cet État-là comme un exemple afin d'articuler et de composer une politique internationale, voire même une politique galactique de la compréhension du cycle de l'eau sur la Terre. Donc, un de nos collaborateurs, dénommé Ben Deniston, qui travaille aux États-Unis avec le mouvement politique de LaRouche, la section scientifique, vient de publier un récent document sur, en fait, la situation en Californie, mais plus loin que ça. Donc, c'est en fait un document qui est annoncé comme étant un dossier nécessaire pour le prochain président des États-Unis. Et le document s'intitule